Je m'appelle Sokhna Benga, je suis née à Dakar en 1967, le 12 décembre. Je suis éclectique, c'est le terme qui me convient le mieux parce que professionnellement, je suis administrateur des affaires maritimes, donc directrice des transports maritimes, fluviaux et des ports. À mes heures de dilettante, je suis écrivain. Je pense que j'écris parce que j'ai des choses à dire. Je suis aussi éditrice, scénariste et récemment agricultrice. Donc, d'autres diraient fermière, mais je m'intéresse à la terre. Je m'en suis toujours intéressée parce que, comme je le dis, la terre m'inspire, comme la mer aussi. Pour moi, cette liaison est indispensable à l'être humain. L'eau et la terre. Et la mer m'inspire parce que quand j'entends le bruit des vagues, je me sens autre et j'ai envie de dire à l'humanité, j'ai envie de lui rappeler quelque part qu'il y a quelque chose d'essentiel qui a été oublié. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des humains. Et ce discours universel, j'essaie de le transcrire dans mes romans, dans mes œuvres de tous les jours, dans ma vie de tous les jours. Je pense que le temps et l'expérience aidant, nous apprenons à établir un calendrier. C'est-à-dire que l'inspiration, c'est vrai au départ, elle est difficile à canaliser. Moi, je la considère comme un cheval qui court à bribes abattues. Et avec le temps, on apprend à d'abord reconnaître sa source d'inspiration, sa muse. Et une fois que cette source d'inspiration est vraiment claire, on peut déterminer le calendrier. Et c'est vrai que, comme je dis dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour soi-même. Parce que pour moi, je pense que écrire, c'est prendre soin de moi-même, quelque part. Parce que l'écriture me permet de voir le monde avec des yeux d'inventaire, comme dirait Léopold Sédar Senghor. C'est-à-dire les yeux au-delà de la matière, la vision africaine du monde. C'est important pour moi que j'ai écrit, je pense, je suis à mon 26e ouvrage. Et dans les 26, je pense que j'ai passé tout mon temps à dire aux gens, faites attention, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas que vous faites partie d'un continent extraordinaire, l'Afrique. L'Afrique est le seul continent, quand on ne parle jamais de l'Europe comme une unité. On la voit avec tous ces pays. L'Afrique est perçue comme une unité dès le départ. Quand vous allez en Europe ou ailleurs, on vous dit, vous venez d'Afrique? Quelqu'un m'a dit un jour, qui est le président de l'Afrique? Parce qu'à force d'entendre, de voir sur les textes France, États-Unis, Afrique, les gens pensent que c'est un seul pays. Et pourtant, on n'est pas arrivé à cette unité, mais quelque part dans les cœurs, cette unité existe. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important pour nous, les Africains, dans notre perception future du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment, dans ce monde qui est en train de marcher sur la tête, comment nous pouvons apporter notre empreinte pour rappeler au monde qui nous sommes. C'est-à-dire qui nous sommes, ça veut dire c'est un continent qui est très nonchalant, qui prend son temps, qui prend le temps de découvrir le monde, qui prend le temps d'apprécier le monde. Vous savez, souvent, quand je vais dans le monde rural, que je vois ce rythme très particulier, je me dis que ce rythme même est une leçon de vie.
qui montre quelque part que rien n'est éternel et que tout est vanité. Pour moi, c'est ça un des messages clairs de mes écrits, de ce qui fait de moi ce que je suis. Je suis sérère par ma mère, Sérère Diola et autres. Je suis, parce que j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui sont tous d'ethnies différentes, qui sont aussi métis. Donc finalement, je me retrouve avec 8 ethnies du Mali, du Sénégal. Et mon père est Lébou et Peul. Et moi, je trouve que j'ai un métissage extraordinaire qui est à l'image de l'Afrique. L'Afrique, le voisin, est perçu comme soi-même. Alors que dans d'autres pays, vous êtes avec des gens qui ne vous reconnaissent même pas. Ou qui ne vous reconnaissent que quand vous êtes à la télé ou vous êtes sur la page, au dos d'un livre. Donc, quelque part, je dis, nous ne perdons pas ça. C'est le discours que j'ai dans mes romans. Rappeler aux gens qui nous sommes pour qu'ils nous respectent davantage et qu'on puisse aussi se respecter davantage. Parce que il est vrai que nous avons un complexe d'infériorité et un afro-pessimisme. Les gens diront toujours c'est la faute de l'esclavage, de la colonisation. C'est vrai que la colonisation a détruit plus que l'esclavage parce que la colonisation a apporté l'assimilation. Quand nos grands-parents parlaient de nos ancêtres les Gaulois, dans un de mes romans, je dis dans Bayo, ces ancêtres d'une autre terre, d'une autre race, qui sont si différents de nos griots, de ceux chantés par nos griots. Et il faudrait qu'on se réconcilie avec nous-mêmes. Black is beautiful. Nous devons nous en rappeler tout le temps. Nous faisons partie d'un continent d'hommes fiers qui ont bâti ce continent. Nous ne devons jamais l'oublier. Ces hommes ne sont pas seulement des résistants. Il y a aussi des hommes de culture, il y a des hommes de la terre, il y a des hommes de l'eau, des gens qui ont marqué l'histoire du monde. Et pourtant, parce qu'il y avait la période coloniale, leurs noms ont été transformés en noms occidentaux. Je pense que les Africains doivent d'abord apprendre à découvrir ces personnes-là, à découvrir la réalité de notre passé. Et en se réconciliant avec notre passé quelque part, nous nous réconcilierons avec notre identité africaine. Disons que pour les dernières réalisations, je pense qu'il y a d'abord la publication de mes derniers ouvrages, les derniers romans qui sont L'Or de Ninkinanka et L'Or de Ninkinanka, en poésie Les Cris Fauves de ma ville, en livre pour enfants, la collection Fadia en langue nationale et Les Babouches de Nafissa. Bien entendu, j'ai une expérience cinématographique audiovisuelle en règle générale, parce que j'ai collaboré pendant longtemps avec des réalisateurs sénégalais sur des projets. Et L'Or de Ninkinanka est en réalité ma première histoire audiovisuelle. C'est un roman, c'est vrai, l'adaptation a été faite depuis très longtemps. Je pense que déjà en 2003, le scénario existait déjà. Je l'avais même déposé au droit d'auteur. Et c'est vrai que ce scénario, je me suis promenée avec ce scénario. Et un jour, j'ai rencontré une maison de production locale qui a, je pense, qui a apprécié cet ouvrage au point de cette œuvre, au point de faire le film. Et pour moi, c'était un défi. C'était un défi parce que je voulais, quelque part, L'Or de Ninkinanka, j'ai écrit ce roman parce que pour moi, il était temps que nous parlions, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était un combat très clair. Quand j'écrivais ce roman, c'était un combat très clair. Mon combat, c'était la restitution du patrimoine africain. Parce que tout simplement, je trouvais abominable
que des Africains soient empaillés dans certains musées, en commençant par la Vénus Hottentote, et d'autres, entre autres, hein, les dépouilles mortelles qui ont été amenées en Europe de certains héros nationaux ou pas. Et je veux dire, pour moi, il était très important que ce patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, nous soit rendu. Et Ninki Nanka, en fait, est un djinn africain qui est le djinn, parce qu'on le retrouve un peu partout en Afrique, qui est le djinn de l'abondance et de la prospérité. Dans la balade du Sabador déjà, je taquinais Ninki Nanka, mais j'avais envie d'écrire un roman qui parlerait clairement de Ninki Nanka. Et pour moi, Ninki Nanka n'avait sa valeur que transcrit, c'est-à-dire s'il est transformé en œuvre audiovisuelle. Ninki Nanka symbolise en fait la prospérité d'un peuple. Sauf que ce Ninki Nanka, mon Ninki Nanka à moi, dans mon roman, est un Ninki Nanka qui demande l'impossible. L'impossible, c'est être aimé. Il voulait être aimé pour lui-même. Est-ce que l'or ou le symbole de l'or peut être aimé pour lui-même? C'est quelque chose d'assez étrange et j'avais envie vraiment de découvrir ce groupe d'amis qui ont grandi ensemble, qui ont été fidèles jusque-là les uns aux autres, au point de décider de voler cet objet et de le faire revenir au Sénégal. Parce que pour eux, quelque part, c'était un moyen de maîtriser leur histoire. Et c'est vrai que l'adaptation cinématographique est un peu différente, audiovisuelle est un peu différente du roman par moment. Mais pour moi, l'essentiel était là. L'essentiel, c'était le rapport de Ninki Nanka avec les humains. Et en fait, en devenant humain, quelque part, il se rend compte que les choses ne sont pas aussi faciles qu'il le pensait. Parce que l'humain a ses sensations, ses sentiments et tout. Lui, un djinn qui ne comprend pas réellement ce que ça signifie, les sentiments. Donc, il est désarçonné quand il prend la forme humaine. Parce qu'en prenant forme humaine, il se sent fragile. Et c'est vrai qu'il intègre un personnage qui est assez atypique, c'est Doudou, qui est pas tout à fait fou, mais qui est fou quelque part et qui est très proche des enfants, parce que tout simplement, quelque part, lui, il est un enfant. Et c'était intéressant pour moi de faire ce parcours audiovisuel, ce qui me permet aujourd'hui d'envisager d'autres projets, peut-être dans d'autres types de... Comment on appelle ça encore, dans d'autres genres, mais de continuer l'aventure audiovisuelle. Parce que Ninki Nanka, en fait, parle du royaume des chasseurs. Le royaume des chasseurs qui a été détruit par la cupidité des hommes, parce que tout simplement, le roi Cruel a essayé de s'emparer de cet empire-là, et malheureusement, il a échoué parce qu'il a réveillé le djinn vengeur. Et en fait, je voulais rappeler quelque part l'histoire du Ghana, du royaume du Ghana. Rappeler aussi quelque part l'histoire du royaume du Mali et l'histoire du royaume de l'empire du Mali et de l'empire Songhai. Parce que je pense que l'Afrique a eu quand même des épopées formidables. Et ces épopées, j'ai essayé de les rassembler parce que je pense que dans mes recherches, j'ai eu à découvrir, après avoir écrit le roman, c'est ce qui est étrange, et même au moment quand la série est sortie, j'ai rencontré une des descendantes du royaume des chasseurs. Et elle me dit, Madame Benga, merci. Je lui dis, merci, pourquoi? Elle m'a dit, ce que tu racontes dans cette histoire, en fait, tu n'es pas notre parente, tu ne pouvais pas connaître cela. Mais la fiction a rejoint la réalité. Parce que
Ce que je raconte dans cette histoire, cette famille l'a vécu depuis des siècles. Depuis que leur arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père a passé un pacte avec un djinn. Et donc, c'était intéressant pour moi de me rendre compte qu'en Afrique, ce que je racontais n'était pas tout à fait une fiction. Je pense qu'il faut toujours encourager les initiatives. Moi, je pense que nous avons été longtemps seuls parce que, peut-être quelque part, incompris. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a toute une génération qui a envie de faire ce chemin du retour, comme je l'appelle. C'est quelque chose que nous avons souhaité de tous nos voeux. Personnellement, moi, d'autres écrivains ou personnes engagées. Nous avons souhaité ce retour aux sources. Parce que nous nous sommes rendus compte que la société au rythme où elle va est en train de se fragiliser. Se fragiliser tout simplement parce que je pense qu'il y a eu une fracture à un niveau, à un moment, une fracture sur le plan même de notre conception du monde. C'est-à-dire qu'il y a eu un rejet des valeurs ancestrales de civilisation. Et ce rejet a été fait sans distinguer ce qui est le bon grain de livret. Et je pense qu'il y a eu une conférence où j'ai attiré l'attention sur cela, en disant que le bénéfice de l'Afrique, c'est de tirer profit des expériences des autres, aussi bien leur réussite que leur échec, de prendre ce qui est positif et de le rajouter à notre substrat. Et en faire quelque chose de plus fort. Et malheureusement, une partie de notre génération a voulu rejeter tout en bloc, en disant tout ce qui a existé, que ce soit le Soutoureux, le Kersa, tout ça, on n'en veut pas, parce que ça a enfermé nos grands-parents dans quelque chose. Ce que les gens oublient, c'est que les normes ont été dictées par des sociétés. Ces sociétés ont estimé que cette norme-là correspond à notre manière de voir la vie. Ces gens ont été heureux à leur époque. Malheureusement, quand il y a des difficultés à percevoir le sens de certains mots, quand vous dites à quelqu'un le Soutoureux, il va penser automatiquement la femme soumise qui va se taire parce que son mari l'a fait souffrir. Non, la société africaine n'a jamais cautionné la violence. Au contraire, quand il y avait des actes pareils, ça se réglait sous l'arbre à l'arbre ou dans des endroits précis où les gens se retrouvaient pour essayer de trouver une solution à tel ou tel problème. Le Soutoureux, c'est quand tu es en relation avec quelqu'un. Cette relation ne vous concerne que vous deux. Tu n'as pas le droit d'aller dehors et de raconter cette histoire. Parce que c'est une relation qui vous lie tous les deux. Ça ne veut pas dire que quand l'injustice est là, tu dois te taire sur l'injustice. Mais la société traditionnelle avait un fonctionnement particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un faisait quelque chose, les gens l'appelaient pour lui mettre les points sur les i. Et même du temps de nos anciens, la personne qui avait un comportement anormal prenait de lui-même la décision de quitter sa terre et de partir. C'est ce qu'on appelle en Wolof Gadaï. Parce que c'était autorisé. Les gens, quand ils sentaient que leur modèle de vie ne correspondait pas au modèle de vie social, avaient le droit de partir avec leur famille et d'aller s'implanter ailleurs. En Afrique, les batailles de succession comme en Europe n'ont jamais existé réellement. Parce que tout simplement, quand l'aîné prend le pouvoir, les autres prennent leur bagage et partent. Les autres princes partent dans d'autres régions du monde, dans d'autres régions, dans d'autres terroirs pour s'implanter et créer leur royaume à leur tour. C'est ce qui explique que le royaume du Mali, l'empire du Mali par exemple, quand il y a eu un empereur qui est au pouvoir, tous ses frères se sont éparpillés au Sénégal,
au Mali, je veux dire au Sénégal, en Guinée ou ailleurs. C'est pourquoi on retrouve les Touré en Guinée, on retrouve certains prénoms maliens au Sénégal, alors que d'origine c'est malien. Les Diarra sont les Ndiaye, les Traoré sont les Diop, etc., etc. Parce que tout simplement, là, le modèle social était calé sur quelque chose. Et malheureusement, une certaine génération a refusé d'expliquer à la jeune génération la raison de tous ces comportements. C'est ce qui explique la fracture. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous qui étions allés en Europe, on avait cette tendance à penser que tout ce qui est en Europe est bien, tout ce qui est en Afrique est mal. Et malheureusement, je veux dire, moi j'ai eu le discours pendant longtemps de dire nous devons nous respecter, d'abord pour être respectés, mais c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de voir aujourd'hui des jeunes qui se lèvent en se disant on prend notre destin en main. Et ça, je pense que c'est ce que Tanganyika, ce que vous faites, et je ne peux que vous encourager. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que je suis dans cette plateforme. Oh, moi, je prépare, si tout se passe bien, la 8e édition des Rencontres sur le fleuve, qui n'a pas eu lieu, c'est vrai, qu'en 2020, parce qu'il y avait le Covid, comme vous le savez. Donc, je prépare la prochaine édition des Rencontres sur le fleuve. Les Rencontres sur le fleuve, qui est un projet en direction des populations scolaires. Ça fait 16 ans maintenant que je fais ce projet. Donc nous remontons le fleuve Sénégal à bord du Bouel Mogdad avec une centaine d'artistes et nous faisons des actions sociales. Nous formons les femmes aux travaux, à beaucoup de travaux, c'est-à-dire comment le micro-jardinage, la fabrication de savon d'eau de Javel, etc. Nous donnons des bourses aux enfants, nous mettons des arbres dans les écoles, c'est-à-dire que nous avons planté 700 arbres en 2018. Et chaque enfant, en fait, est responsable de son arbre, chaque classe ou chaque enfant. Et nous avons ciblé un certain nombre d'écoles, y compris les tout petits. Hein, et c'est vrai qu'ils ont tous, avec fierté, planté leur arbre. Et on espère qu'en 2022, parce que nous avons comme thème quel environnement pour les générations futures, c'est-à-dire permettre à ces enfants de réfléchir sur l'écologie, sur l'environnement, sur le respect de l'environnement, sur la gestion des ordures, sur énormément de choses et de faire des actions dédiées. Pour nous, c'est important parce que nous avons à peu près 19 écoles dans le projet, des écoles qui ont à peu près 1000 enfants. Et pour nous, c'est important de pouvoir les sensibiliser à ça. Les sensibiliser, c'est leur apprendre l'environnement, leur dire ce que ça signifie et leur demander aussi leur avis. Qu'est-ce qu'ils pensent de la gestion de l'environnement par les adultes? Pour nous, c'est très important. Et bien sûr, j'ai mes projets audiovisuels. Hein. Je suis sur un projet de série télé. Donc, pour moi aussi, c'est important de continuer le cinéma et l'audiovisuel. Pour moi aussi, c'est important de me lever chaque matin et de faire quelque chose, c'est-à-dire d'élever mes lapins, mes poules, mes vaches et tout, et de pouvoir être en symbiose avec l'environnement, parce que pour moi, c'est important. La terre et la mer. Le message, c'est toujours, comme je dis, en direction de mon peuple. Mon peuple, quand je dis mon peuple, ce n'est pas seulement le Sénégal. Moi, je suis... le Sénégal, bien sûr, est en priorité parce que je suis sénégalaise. Mais au-delà, je parle au peuple africain. Nous avons traversé des périodes très dures avec le Covid. Et pour moi, cette pandémie est quelque part peut-être une possibilité d'aller de l'avant, de tirer des leçons de ce qui est en train de se passer et d'avancer. Nous devons avancer coûte que coûte. Pour cela, nous devons nous respecter. Respecter cette peau-là qui est si belle. Ne pas avoir de complexe, être fier et au-delà de tout, être magnifique. Pour moi, c'est ça le discours que je donne au monde.